édit limitant les pouvoirs du Parlement en 1527. Ce texte est signé Robertet et est transcrit le 27 juillet au registre du Parlement de Paris. Il a été édité dans les ordonnances des rois de France, règne de François Ier, tome 5, Paris, 1936. Édit fait, publié et prononcé en la présence du roi et par son commandement, étant le dit Seigneur en son conseil étroit, à messieurs les présidents et conseillers de sa cour de parlement, ilec tous assemblés. Le roi vous défend que vous ne vous entremettiez en quelque façon que ce soit du fait de l'État, ni d'autre chose que de la justice, et que vous preniez un chacun en lettres, en général, de votre pouvoir et délégation, en la forme et manière qu'il a été par ci-devant fait. Pareillement, vous défend et prohibe tout court, juridiction et connaissance des matières archiépiscopales, épiscopales et d'abbaye. Et a le dit Seigneur confirmé et confirme tout ce que par madame a été fait, ordonné, commandé comme régente. Semblablement, le dit Seigneur défend à la dite cour de n'user par-ci après d'aucune limitation, modification ou restriction sur ses ordonnances, édits et chartes. Mais, où ils trouveront qu'aucune chose y doive être ajoutée ou diminuée au profit du dit Seigneur et choses publiques, ils en avertiront le dit Seigneur. D'autre part, le dit Seigneur vous dit et déclare que vous n'avez aucune juridiction ni pouvoir sur le chancelier de France, laquelle appartient au dit Seigneur et non à autre. Et veut et entend le dit Seigneur que le présent édit soit enregistré en son conseil étroit, en son grand conseil et en cours de parlement. Fait au conseil étroit du roi, auquel étaient le roi de Navarre, messeigneurs les ducs de Vendôme, comte de Saint-Paul, l'archevêque de Sens, chancelier de France, les grands maîtres, grand écuyer de France, grand sénéchal de Normandie, premier chambellan et l'archevêque de Bourges et seigneur d'Alluy, conseiller, chambellan ordinaire, présent, le 23e jour de juillet 1527. Commentaire. Ce texte se présente comme une suite d'interdictions. Le roi vous défend, le roi prohibe, le roi déclare que vous n'avez aucune juridiction. Il constitue une réaction à des faits antérieurs qu'il faut éclairer. Il convient aussi d'identifier tous les personnages cités, noms et fonctions, ainsi que les institutions mentionnées, conseiller 3, grand conseil, parlement, chancelier. 3 formes d'actes royaux sont mentionnées dans le texte. Édit, ordonnance, charte. Pour être exécutoires, tous 3 doivent, de même que les lettres patentes et les déclarations, être enregistrés, c'est-à-dire transcrits sur les registres des différentes cours souveraines, dont les parlements. Le texte d'un édit ou d'une ordonnance exprime une volonté royale. La conclusion du commentaire doit toujours en examiner la portée. Ce texte a-t-il suscité des résistances lors de son enregistrement, subi des détails? S'il y a lieu, l'historien s'interrogera sur son application. Bien qu'enregistrés, certains textes royaux sont restés théoriques, surtout au XVIe siècle. D'autres ont été inégalement appliqués. Dans le cas d'édits ou d'ordonnances, il est inutile, sauf cas particulier, d'évoquer la personnalité du roi. C'est sa fonction qui importe. La section du conseil est ici précisée, le conseiller 3, et exceptionnellement
les membres participants sont énumérés. Cet édit comporte des particularités. Il ne s'adresse pas à tous présents et à venir, mais à un public précis. Messieurs du Parlement, tous assemblés. Il n'utilise pas le pluriel de majesté, nous, par lequel le roi s'exprime d'ordinaire dans ce type d'acte. Sa forme, simplifiée, est celle d'un arrêt du Conseil. De plus, un édit n'est habituellement daté que du mois et de l'année, ici juillet 1527. Or, celui-ci porte la précision du jour, le 24. Il est donc lié à un événement particulier et important. Cet édit, texte de loi émanant du roi, concerne, à la différence des ordonnances, une seule matière et une catégorie particulière de sujets. Ici, le rôle du Parlement. Il a été pris au Conseil étroit, dans des circonstances particulières qui expliquent sa forme inhabituelle. François Ier, en captivité depuis la défaite de Pavie, est libéré et rentre en France en mars 1526. Élaboré 3 mois après le retour du souverain dans la capitale en avril 1527, cet ensemble de mesures constitue une des étapes du redressement du pouvoir royal. L'occasion en est une séance solennelle tenue au Parlement de Paris par le roi le 24 juillet 1527 en vue de la condamnation du connétable de Bourbon et de la confiscation de ses biens. À l'ouverture de la séance, le matin, un discours du président du Parlement, défendant les prérogatives de cette cour mécontente, François Ier. Furieux, le souverain quitte la salle, confère avec son conseiller étroit et l'après-midi fait lire aux magistrats convoqués cet édit qui interdit au Parlement de s'occuper d'autre chose que de la justice. Le texte permet la présentation des 2 institutions concernées. Le conseiller étroit, d'une part, le Parlement, de l'autre. Les décisions de l'édit révèlent, à travers les interdictions, les empiétements du Parlement sur l'autorité royale pendant la période de captivité et à travers les ordres, la volonté de rétablissement de celle-ci par rapport à la principale cour souveraine. Présentons d'abord le Conseil étroit, et plus particulièrement l'entourage du roi, le 24 juillet 1527. Le Conseil du roi, organe de gouvernement chargé de conseiller le monarque, a une composition variable, le roi choisissant ses conseillers à son gré. Pour les affaires les plus importantes, un conseil étroit réunit autour du souverain un petit nombre de proches. Ce document exceptionnel permet de connaître les membres du conseil étroit ce jour-là. En effet, qu'y trouve-t-on dans le dernier paragraphe ? 1. Le roi de Navarre, il s'agit d'Henri d'Albret qui vient d'épouser la sœur du roi. 2. Le duc de Vendôme, il s'agit de Charles de Bourbon, premier prince du sang, le plus proche cousin du roi. 3. Le comte de Saint-Paul, François de Bourbon, également cousin du roi. 4. L'archevêque de Sens, chancelier de France, Antoine Duprat, alors âgé de 60 ans. Le chancelier garde des sceaux, il appose le sceau du roi sur les actes législatifs, et chef de la justice. À ce titre, il est au sommet de la hiérarchie des tribunaux royaux, parlement, bailliage et prévôté. 5. Le grand maître, Anne de Montmorency, maréchal, ami du roi, à ses côtés à Pavie et pendant son emprisonnement en Espagne, et son principal conseiller. Le grand maître est chef de tous les services de la maison du roi. C'est un poste de confiance qui donne un accès permanent au souverain et aussi d'influence. En distribuant charges et pensions, il se crée une large clientèle. 6. Le grand écuyer, Galliot de Genouillac. Il est le chef de l'écurie du roi et de son personnel. Il est aussi chargé des postes et des courriers. 7.
le grand sénéchal de Normandie, premier chambellan, Louis de Brézé, le premier chambellan à la charge de la chambre du roi. Il est le chef des gentilshommes et des valets de chambre du roi. 8. L'archevêque de Bourges, François de Tournon, négociateur du traité de Madrid. 9. Le seigneur d'Allouille, conseiller, chambellan ordinaire, Florimond Robertet. Très âgé, 70 ans, déjà conseiller de Louis XII, il joue un rôle clé auprès de François Ier jusqu'à sa mort en 1527, sans titre spécial. Officier des finances, il possède également un office de notaire et secrétaire du roi. C'est à ce titre qu'il signe ce texte. Analysons maintenant la composition du Conseil étroit. Au total, moins d'une dizaine de personnes, toutes proches du roi à des titres divers. Leur ordre d'énumération est significatif. Les premiers sont des conseillers nés qui ont entré au Conseil en vertu de leur naissance. Les 2 princes du sang et le roi de Navarre, dernier grand féodal indépendant dont le roi vient de faire son beau-frère. Les 4 suivants sont des conseillers faits, qui siègent en raison de leurs fonctions. Ce sont les grands officiers de la couronne, chancelier, grand maître, grand écuyer et premier chambellan, la charge de connétable n'étant pas pourvue depuis la trahison du duc de Bourbon. Les 2 derniers sont des conseillers choisis personnellement pour la confiance que le roi leur accorde, François de Tournon et Florimond Robertet. Parmi les membres de ce conseil, encore très aristocratique, on y trouve 6 gentilshommes et 2 robins, 2 sont des ecclésiastiques, que le roi a nommés à des bénéfices rémunérateurs. Florimond à l'archevêché de Sens et l'archevêché de Bourges, grâce au concordat de 1516. Aux anciens, Antoine Duprat, Florimond Robertet, qui vont bientôt disparaître, se mêlent des nouveaux, Anne de Montmorency, François de Tournon, qui vont marquer la seconde partie du règne. Voyons ensuite le Parlement de Paris et ses prétentions. Le Parlement de Paris est une cour souveraine, c'est-à-dire qui juge en dernier ressort, composée de plusieurs chambres ayant chacune un président. Les membres du Parlement, les conseillers, sont des officiers de justice inamovibles, propriétaires de leurs charges qu'ils ont, en pratique, sinon officiellement, achetées. Son ressort, qui correspond à l'ancien domaine royal, recouvre au XVIe siècle la moitié du territoire français environ. Le Parlement de Paris a donc un poids important et joue un rôle d'entraînement par rapport aux 6 parlements de province, périphériques et moins étendus, évoqués dans l'avant-dernier paragraphe. Ce sont les cours de Parlement. Il y eut des différends entre le Parlement et le pouvoir royal de 1524 à 1526. Ces années de régence de Madame Louise de Savoie, mère du roi, correspondent à la période difficile de l'absence du souverain depuis son départ pour la guerre jusqu'à son retour de captivité. Ce texte met un point final à une question qui a opposé la régente et le Parlement sur un point d'application du concordat de Bologne. En 1525, le siège de l'archevêché de Sens est à pourvoir. S'appuyant sur le concordat, Louise de Savoie l'accorde à Antoine Duprat. Or, ce bénéfice, par dérogation au concordat, continuait à être pourvu par élection. Les chanoines de Sens saisissent le Parlement de ce différend, mais la régente, redoutant l'issue du procès devant cette cour, l'évoque au Grand Conseil. Le Parlement fait alors des remontrances à la mère du roi et demande à Antoine Duprat de comparaître devant lui. Celui-ci est pourtant chancelier,
choisi par le roi pour être au sommet de la hiérarchie judiciaire. Sur ce point, le Parlement finit par céder. Dans ce texte, Antoine Duprat porte le titre d'archevêque de Sens. Toutes les décisions prises par Louise de Savoie pendant sa régence, dont cette nomination, sont confirmées et le roi rappelle au Parlement qu'il n'a aucune juridiction ni pouvoir sur le chancelier. Les interdictions, le roi vous défend, sont plus nombreuses que les injonctions positives. Le roi veut et entend le dit Seigneur. Pour la monarchie, le Parlement est d'abord une cour de justice. Le pouvoir judiciaire, qui appartient au roi, est confié aux magistrats par délégation. Pour bien marquer cela, le roi déclare que cette délégation sera renouvelée chaque année par des lettres royales. Le roi affirme ainsi qu'un Parlement n'a en lui-même aucun pouvoir et que c'est au nom du roi qu'il rend la justice. C'est pourquoi il ne peut avoir aucune juridiction sur le chancelier, la hiérarchie judiciaire allant du roi au chancelier, puis au Parlement. Le roi vous défend que vous ne vous entremettiez en quelque façon que ce soit du fait de l'État, ni d'autre chose que de la justice. François Ier entend réduire le Parlement à un organe exclusivement judiciaire, qui n'a compétence ni pour les affaires politiques, modifier les lois par exemple, ni pour tout ce qui est lié à l'application du concordat. Matière archiépiscopale, épiscopale et d'abbaye. La participation du Parlement au pouvoir législatif doit se limiter à enregistrer, c'est-à-dire au sens propre, à transcrire sur ces registres les actes royaux, avant-dernier paragraphe. Dans ce cas précis, cet édit doit être enregistré sur les registres du Conseil, pour servir d'archive, des divers parlements et du Grand Conseil. Ce dernier est une cour souveraine, issue du Conseil du roi, chargée de certaines affaires judiciaires, conflits entre parlements ou tout autre procès que le roi veut juger lui-même. Le Grand Conseil est ici concerné puisque cet édit retire au Parlement, à son profit, la connaissance des procès concernant les bénéfices ecclésiastiques majeurs, évêchés, abbayes. Cet enregistrement n'est pour le roi qu'une simple formalité juridique. Il interdit au Parlement tout amendement à ses lois, aucune limitation, modification, restriction sur ses ordonnances, ce qui est une allusion au problème soulevé à l'époque à propos du concordat. Cependant, le souverain demande au Parlement, en tant qu'assemblée de spécialistes du droit, de continuer à formuler des observations sur ces projets de loi, où ils trouveront qu'aucune chose y doive être ajoutée ou diminuée. François Ier accepte les remontrances en tant que des conseils juridiques, mais refuse la censure politique. Ces remarques du Parlement doivent tendre au profit du roi ou du bien public, et non, sous-entend-il, à son intérêt corporatif. Ainsi, les prétentions du Parlement, participation aux affaires politiques, discussion des lois, ne sont-elles évoquées que pour être niées. Ce texte signifie que la souveraineté appartient au dit Seigneur et non à autre. Il réfute ainsi implicitement la position des membres du Parlement qui se pensent aux côtés du roi comme formant un corps de gardien permanent des lois et coutumes de la nation, supérieur au chancelier. Cette affirmation de la monarchie ne s'appuie ici sur aucun discours juridique ni historique. Cet édit ne comporte pas de préambule portant justification de la décision. En réponse au long discours argumenté du président du Parlement sur la coutume et le droit, François Ier répond par des injonctions sèches. Cette manifestation d'autorité montre que le rapport de force a changé. La monarchie n'est plus en état de faiblesse. Le roi, qui était absent à la guerre en captivité, est revenu. Et devant sa présence physique, le Parlement doit s'incliner. Conclusion. Cet édit très restrictif pour les pouvoirs des magistrats est transcrit sur les registres du Parlement de Paris 3 jours plus tard, le 27 juillet. Il n'est pas au sens strict enregistré lors du lit de justice,
c'est-à-dire en présence du roi qui reprend alors en personne le pouvoir qu'il avait délégué, puisque l'enregistrement se fait après le départ du roi de la Grande Chambre. Mais c'est bien le souverain en personne qui a, au Parlement même, ordonné son enregistrement. Cet édit et sa transcription presque immédiate sont une manifestation de l'autorité royale et la preuve qu'après une période de crise, François Ier reprend en main le pouvoir. Cependant, toute l'histoire des relations entre la monarchie et le Parlement, sous l'Ancien Régime, est faite de fluctuations. Le roi impose sa volonté, puis la relâche, le plus souvent pour des raisons d'opportunité. Ainsi, 6 mois après cette éclatante déclaration d'autorité monarchique, en décembre 1527, le roi demande au Parlement de formuler un avis sur la validité du traité de l'abdication qu'il a signé pendant son emprisonnement. En lui demandant de se prêter au refus du traité de Madrid, le roi donne ainsi à nouveau au Parlement un pouvoir politique et, en contradiction avec sa volonté de juillet 1727, le mêle de nouveau aux affaires